Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour voir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire faire tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre la théorie et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à un autre épisode entre deux fins de mois. Où est-ce qu'on va se rassembler, prendre le temps de deux fins de mois, de se réunir, d'échanger, se préparer à être plus solide et se regarocher dans une fin de mois. Sans plus tarder, j'ai le privilège d'accueillir nul autre que Carl Boyer d'Infra-Info aujourd'hui. Considérez-vous comme salué, Carl, bienvenue. Monsieur Sigouin, je vous salue. Écoute, c'est un privilège et un plaisir et on va mentionner d'emblée qu'on ne va pas se vouvoyer parce qu'on se connaît très bien. J'ai voulu inviter Carl pour qu'on parle d'une chose qui, indirectement, la loi 25 est un sujet de l'heure, mais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, d'où c'est qu'on part. Pourquoi les concessionnaires automobiles aujourd'hui, si on compare avec d'autres types d'industries, pourquoi un concessionnaire automobile a un petit peu plus de défis par rapport à la loi 25? Fait qu'on on avait déjà échangé, Carl, on se connaît depuis quelques années, on avait des clients communs, on travaillait justement avec ce qui est les data, les bases de données, tout ça des concessionnaires. Puis la loi 25 est arrivée, on a commencé à travailler des choses, puis en relation avec un des articles que j'avais écrit dans Affaires automobiles qui était d'expliquer aux concessionnaires c'est quoi la différence entre les DMS, les CRM, les CDP, les DMP. Puis sans rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais Carl, ça a mis la table à on a constaté que l'ensemble, la très grande majorité des écosystèmes de concessionnaires sont basés sur les DMS puis les CRM, qui sont des technologies qui ont commencé dans les années 76 et 94-95. Je ne dis pas que les technologies datent de 40 quelques années. C'est le cas quasiment pour certaines, mais tu as eu le même constat que moi. Hein? Comment tu pourrais expliquer ça, par exemple, si on veut faire comprendre un concessionnaire qui nous écoute, il faut que tu réalises l'état de ton écosystème, l'écosystème digital. D'abord et avant tout, je veux prendre 2 minutes pour peut-être revenir sur ton intro, ouvrir ses œillères. À la base, je pense que l'ouverture justement d'esprit et l'ouverture des œillères là, dans le contexte d'un concessionnaire est là. Il y a en ce moment même une belle culture qui s'établit. Mais pour en revenir au sujet que tu touchais, on parle de l'historique des concessionnaires. Tu sais, je me rappelle de ça il y a 15 ans, quand on a commencé dans le domaine des concessionnaires automobiles où on faisait le constat qu'il y avait des fournisseurs DMS qui étaient là. On faisait de la location de serveurs, on faisait de la location de postes de travail, des claviers, des souris. Si c'était de la location qui était faite à 5, 10 $, 15 $ pour le périphérique qui était en location. À partir de là, on comprenait un petit peu mieux que dans l'industrie automobile, le support qui était autour des concessionnaires commençait déjà avec de la sous-traitance, avec des fournisseurs, avec de l'impartition informatique qui était là. Et certains gros concessionnaires avaient une personne à l'interne qui était là et puis qui les épaulait. Puis certains concessionnaires avaient un beau-frère qui était présent, comme j'aime si bien l'appeler, le beau-frère qui aussi déneigeait des voitures en même temps qu'il s'occupait du parc informatique, déboguait ou quelqu'un qui avait beaucoup de compétences. Carl, un gars comme moi, parce que quand je suis tombé dans l'industrie automobile, 99, déjà début 2000, j'étais le gars qui connaissait l'informatique le plus, puis que les spools d'imprimantes, puis les affaires de serveurs, puis justement Puis j'ai constaté, comme tu dis, que tout était loué, puis ces affaires-là. Puis c'est moi qui aidais dans la concession. Je n'avais pas des skills et des compétences dans ce domaine-là, mais pas du tout, mais je m'amusais avec ça. Fait que quand tu dis le beau-frère, là, c'est un bel exemple qu'on se débrouillait,
parce qu'on avait tout délégué à des compagnies X, Y, Z comme fournisseurs. C'est vrai. Exact. Puis, tu sais, l'historique, tu sais, ça part de là où, au meilleur de sa connaissance, la personne qui était la pierre angulaire au niveau des TI, donc des technologies de l'information dans l'infrastructure, essayait d'accompagner à son meilleur le concessionnaire. C'était les années de pain noir de pain noir de l'industrie, des technologies de l'information. À ce moment-là, les salaires, là, c'était pas faramineux. Et puis, on essayait de se tailler une place un peu partout. Puis en tant qu'entreprise, ben, on tombait dans des infrastructures où il y avait des gens qui étaient là à l'interne, puis on faisait des constats. Il y avait des conventions qui étaient établies par Microsoft, par Linux, les autres, qui étaient bien en place, mais qu'on ne retrouvait pas dans les concessionnaires automobiles parce que l'impartition ou les fournisseurs de services qui arrivaient avec de la location de produits et services a fait en sorte que beaucoup de fournisseurs ont commencé à joindre cet écosystème-là. Donc, dans cet historique-là, à partir de là aussi, on a constaté plusieurs fournisseurs qui arrivaient avec les DMS. Les CRM sont arrivés plus tard, en 93, 94, dans ces coins-là. Mais du moins, on voyait une masse de fournisseurs qui étaient autour de la concession automobile avec une personne qui, avec ses techniques et ses meilleures connaissances, essayait des épaules. Cet historique-là nous a amené à faire des constats au fil des années. On essayait de voir pour quelles raisons certaines conventions n'étaient pas applicables ou ne s'appliquaient pas. Et en évolution, tout ça, ben, ça a fait en sorte que certaines pierres se sont ajoutées à cette infrastructure-là. Et aujourd'hui, ben, on regarde tout ça, il n'y a pas grand monde qui se parle dans cette infrastructure-là. Donc, l'écosystème est unilatéral et aucune discussion en défragmenté, Carl. Défragmenté, c'est le meilleur mot. C'est ce que tu dis, là, j'ai pas juste un joueur ou peut-être un autre ou deux qui vient où est-ce qu'ils vont collaborer, comme certains autres verticaux, comme le dentiste là, que je me plais souvent à utiliser. Exact. Mais là, non, parce qu'il est arrivé un logiciel, puis des fois, en acheter d'autres, ça a mergé, des affaires de code, les gros qui avalent les petits. Fait que là, c'est comme ce qu'on avait comme base qui n'était peut-être pas idéal. On a continué à grossir là-dessus, rajouter des joueurs. Puis là, tu parles à n'importe quel propriétaire. Hein, si je vous dis, vous avez combien de fournisseurs dans votre écosystème? Les chèques qu'on fait à chaque mois, ben, c'est 20, 25, des fois même plus, des fournisseurs qui vont toucher à l'écosystème. Ça, c'est extrêmement problématique. Bon, c'est comme si on ne s'en est pas rendu compte. Moi, je vais te parler comme dealer, on ne s'en est pas rendu compte, Carl, parce qu'on déléguait, puis la job se faisait. On n'avait rien. Exact. Puis, tu sais, la formation n'était pas nécessairement orientée vers l'évolution technologique. Ça a fait en sorte qu'il y a eu un déficit numérique qui s'est fait, qui s'est établi dans certains concessionnaires automobiles. Puis, ceux et celles qui pensent que c'est des infrastructures de 23 bases de données, puis 4 serveurs, 5 serveurs, c'est pas le cas, à moins d'avoir une infrastructure d'un groupe. Mais on est vraiment dans des infrastructures de base, et vraiment de base. Et ceci dit, cette évolution a fait en sorte aussi qu'il est arrivé des technologies où, à un moment donné, on parle du marketing qui s'est peaufiné. On parle des liens entre le physique et le digital. Les gens venaient plus de la même façon en showroom, en magasin, mais aller en ligne. Il y a eu cette évolution-là aussi qui s'est faite. Il y a eu différents intervenants qui se sont joints dans cet écosystème-là. Des entreprises de vente privée ou d'accompagnement qui étaient là au sein des concessionnaires. Donc, toute cette infrastructure ou écosystème du concessionnaire a fait en sorte qu'il y a eu un amalgame de gens qui se sont joints à cette belle structure-là, mais a fait en sorte que c'était défragmenté. Donc, dans cette historique-là, ben... Je ne veux pas t'interrompre, mais tu sais, puis ce que tu dis, c'est vrai, si tu poses la question à n'importe quel propriétaire, puis tu dis, hey, as-tu trop de logiciels qui ne se parlent pas entre eux autres et qui ne marchent pas, ils vont tous te dire oui. Il y a une espèce de prise de conscience qui s'est faite dans les dernières années que. Puis là, les digital retail, puis justement, tous les nouveaux outils qu'on a eus par rapport à l'achat en ligne. Fait que là, on rajoute 1, 2, 3, 4 fournisseurs dans notre écosystème. Tous des morceaux qui se parlent plus ou moins, intégrés plus ou moins. C'est comme si ça fonctionnait. On t'offre la run, ça fonctionne. Quand ça ne brise pas, je n'y pas. Exactement. If it ain't broke, don't fix it. Mais là, c'est ça. Fait que le char, il tient des fois qu'il y a un peu de la broche, une coupe de bonilon qui sert de courroie.
mais ça marche, fait qu'on reste ça comme ça. Mais, et dans cette historique-là, arriva les histoires où il est arrivé des lois qui ont été mises en œuvre. Il y a des nouvelles mesures obligatoires qui ont été imposées. Puis ça a commencé il y a de ça plusieurs années. Ceux et celles qui pensent que la loi 25, c'est tout nouveau, tout beau. Ben, Dominique, tu pourrais nous en parler longuement là-dessus. Mais, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais en 30 secondes. Non, mais c'est important de comprendre que la loi 25 est venue moderniser la LPRPSP, qui est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui, elle, datait de 1994. Donc, puis souvent dans les formations, je le dis, puis je ne mélange pas à faire les différences, mais il y a un paquet de principes, d'obligations, de choses qu'on aurait dû faire, qui étaient là, mais qu'on n'avait pas peut-être analysé, pris au sérieux ou même constaté. Là, la loi 25 qui vient mettre à jour, il y a les amendes, les incitatifs financiers qui font qu'on en parle. Mais là, c'est ce qui fait que les gens, les propriétaires d'entreprises, commencent à voir à leurs obligations par rapport au renseignement personnel. Mais ceci dit, la grande majorité des principes étaient là avant et on aurait dû, ou on le faisait, on respectait ça. Donc là, il y a des choses qui sont améliorées, qui sont modernisées, qui sont adaptées. Au final, il faut prendre nos responsabilités. Mais là, cette loi-là, Carl, elle vient, je vais dire, chambarder énormément le propriétaire qui disait « If it ain't broke, don't fix it ». Là. Mon écosystème, tu sais, ça marche. Mais là, on dit hey, « Écoute, pour respecter la loi, il va falloir que you inspect, il va falloir que tu ailles à la source puis checker toutes tes affaires puis prendre conscience puis connaissance de tout. » Là, ça fait peur à bien les propriétaires. Exact. Puis de notre côté, ben, tu sais, chez F1Info, c'est quand on a constaté du côté européen que là, la loi du RGPD a commencé à prendre ampleur. On a vu qu'il y avait des échanges entre le Québec, entre les différents pays, provinces et tout ça, au niveau de cette loi-là aussi. On a dit, ben, c'est sûr et certain que lorsque nos voisins ou nos cousins, appelons-les comme ça, là, il se passe quelque chose, il y a bien des chances que du côté du Québec, on commence à faire une refonte de cette loi-là. Et c'est ce qui a abouti là, du côté de la loi 25 avec le projet de loi 64 qui a amené à la loi 25. De notre côté, quand ça a commencé du côté de l'Europe, pour faire un historique rapide, on a commencé à s'y intéresser, on a commencé à voir ce qui se passait du côté de l'Europe. On a dit comment on peut, de notre côté, essayer de prendre ce morceau-là, puis se baser sur quelque chose, parce qu'on n'avait rien d'établi ici, de se baser sur quelque chose qui va sans doute être semblable de notre côté, puis on fera les ajustements en cours de chemin, et arriva ce qui arriva. On a dit comment on peut aider les concessionnaires automobiles de demain à évoluer, à faire en sorte qu'ils s'en aillent vers une bonne gouvernance des renseignements et des données au sein de leur infrastructure. Comment qu'on peut faire en sorte qu'ils entament ce parcours-là, qui est un parcours, je te dirais, qui n'est pas un sprint, mais plus un marathon, comme on aime si bien le dire. Mais de ce côté-là, comment on peut faire pour les accompagner? Donc, l'historique nous permettait de comprendre comment se fait-il que le déficit numérique du concessionnaire et le déficit au niveau procédural ou au niveau des processus, procédures et protocoles dans le concessionnaire a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a du chemin à reprendre, on a un bout à aller rechercher, puis on n'a pas le choix, il y a un déficit qui est établi. Donc, à partir de là, c'était le seul moyen. Là. Je m'excuse, mais je vais prendre une seconde pour mentionner que c'est dans ces petits points-là qui a fait qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, puis qui a fait qu'on a commencé à collaborer au-delà d'avoir des clients en commun quand on s'est rendu compte de ça. Mais il y avait dans l'intention de bien accompagner, chacun de notre côté, les clients, ce qui se passait justement en Europe depuis 5 ans. Puis le principe de, tu sais, au-delà de sa chance de venir ici, le principe de comment je peux faire de la bonne business avec mes clients, avec leur consentement en étant transparent et tout ça. Donc, il y avait ce côté prévoyant-là des deux parts. On s'est rencontrés, on a commencé à échanger, puis il y avait cette compréhension-là que tu avais et de l'écosystème, de la technologie, puis du côté légal aussi de ce qui s'en venait. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, c'est comme, OK, comme tu dis, comment nos dealers, comment nos clients concessionnaires qu'on a
vont faire pour faire face à ces nouvelles obligations-là. Puis je pense que ça a été ça un peu l'élément instigateur de hey, il faut qu'on accompagne puis qu'on aide. Par où qu'on commence? C'est quoi le morceau? Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, on prend l'historique, on décortique l'historique, on prend les fournisseurs qui sont dans cet historique-là, qui est très présent chez concessionnaires majoritairement. Les méthodes de travail qui sont employées, les périphériques de support, je parlais de l'infrastructure qui, on pense que c'est une infrastructure de 23 bases de données et tout ça. Les processus internes, les investissements qui ont été faits antérieurement, on parle de l'écart vraiment numérique et du déficit numérique qu'il y a chez le concessionnaire, mais aussi de penser au manufacturier. Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, on décortique tout ça et on dit par où on prend ce morceau-là et on arrive à mieux comprendre pour avoir un processus qui est robuste et être capable de les accompagner de façon adéquate. Et non pas arriver puis se lancer sans rien comprendre et rien établir comme méthode de travail de façon systématique. Là. Puis le adéquat, moi, j'aime utiliser le mot pérennité parce que dans tout ce qui est fait, c'est d'avoir une pérennité pour le dealer. C'est comme si c'était notre business à nous. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Je veux pas un quick fix ou un plaster puis recommencer dans 6 mois. Non. Je veux pas de quoi qui est en apparence. On n'a pas le choix de toute façon. Quand on comprend vraiment l'essence des obligations qu'on a, on doit aller en profondeur pour faire un état des lieux. Je pense que ce désir-là de vraiment accompagner de façon, je vais utiliser l'expression solide, mais de façon complète avec les partenaires et les collaborateurs qu'on a aussi à différents niveaux, je pense que le côté pérennité, c'est de dire on va faire quelque chose qu'on ne sera pas obligé de recommencer. Exactement. À zéro dans quelques mois ou quelques années. Exactement. Puis tu sais, cette analyse, cette méthode systématique, c'est-à-dire comment on peut procéder pour avancer dans ce qui est demandé, mais de faire en sorte aussi que le domaine automobile se positionne. Parce que quand on regarde les différentes industries, à un moment donné, on veut que l'industrie automobile puisse gravir les échelons et rester au sommet de ces échelons-là. Puis je pense que c'était une possibilité de le faire puis de l'établir aussi de façon à ce que ça ne coûte pas les yeux de la tête, on va se dire les vrais mots, puis que le concessionnaire soit accompagné adéquatement, mais surtout de faire l'analyse de besoin puis de dire, avec ce qu'on a constaté, tous les éléments alentours, comment qu'on peut arriver à faire la démarche avec eux pour qu'ils puissent entamer progressivement leur marathon pour s'en aller vers une bonne gouvernance des renseignements et des données. Puis c'était tout un défi parce que de comprendre les nuances et l'essence de la loi, de comprendre où est-ce que ça s'en va, de vulgariser, de faire comprendre aux concessionnaires aussi ce qu'il en est. Puis après ça, de dire hey, voici l'état de ton écosystème. Puis on le voit aussi, hein, quand il y a le constat, puis il commence à voir, c'est comme oh, OK, une chance que vous êtes là parce que par où commencer, c'est dans la question qui revient souvent. Quand les concessionnaires ont eu, mettons, la formation initiale de se faire vulgariser la loi, comprennent qu'est-ce qu'il en est, là, c'est oh, OK, attends une minute, là. Par où je commence? Puis ça a été un gros défi parce que c'est tellement 360 degrés, c'est tellement à tous les niveaux. On parle de renseignements personnels, anonymes ou pas. Il y a les renseignements personnels de clients, il y a les renseignements personnels d'employés. Exact. Puis il y a ceux qui sont sensibles. Puis dans la pratique et la théorie, hein, on parle avec des propriétaires. Ah, moi, j'ai des processus X, Y, Z, tout est beau. Ça prend 15 secondes, puis tu vois que 50% des processus ne sont pas appliqués. Pourquoi? Parce qu'il y a un employé ou deux qui coupe les coins ronds. On avait cette compréhension-là de l'écosystème, de la réalité du concessionnaire. Je pense que c'est ce qui a fait que le défi est beaucoup plus grand et complexe de par sa nature versus, je reviens avec le dentiste, qui a principalement une base de données, où est-ce qu'il va y avoir 2 personnes, qui vont être Ginette, José, les 2 réceptionnistes, qui sont comme des FNI, BDC managers, que je m'amuse à dire. C'est eux autres qui gèrent le business. Il y a juste eux autres qui jouent avec la base de données. Ouais, les points de contact ne sont pas les mêmes. C'est incroyable le chaos organisé que j'aime dire. Écoute, puis là, ce qui est le constat actuellement, on en a fait des cartographies, on a été sur la route avec les concessionnaires, on a eu des discussions avec eux, on a établi vraiment tout ce qui est la cartographie complète du concessionnaire. Puis, le constat que j'ai fait aussi en échangeant avec eux, la formation de départ leur a permis de cristalliser
ce qui avait été mis en ligne, ce qui avait été publié, ce qui avait été aussi amené comme information par la CAI, la Commission d'accès à l'information, ou les autres organisations comme la CCAQ. Ça a permis de cristalliser cette information-là, mieux comprendre. Et au moment où on se met à échanger et à poser un ensemble de questions et interagir avec eux, ben, ça nous a permis d'être capable aussi d'éveiller certaines lumières, puis certaines lumières par rapport à certaines façons de faire à l'interne qui échappent souvent aux dirigeants. Et le responsable PRP à l'interne, ben, de son côté, lui, il veut s'assurer que sa structure est solide et fiable. Carl, ce que tu dis là, ça revient très souvent dans les conversations avec le concessionnaire, c'est un peu, c'est que hey, ça nous force à prendre le temps de nous arrêter, puis de regarder notre dealer, notre écosystème, nos processus. Ça va tellement rapidement, même dans les dernières années avec les COVID, l'inventaire, mais même avant ça, puis les pénuries de main-d'œuvre, ça a toujours été très rapide, les concessionnaires, l'industrie. C'est pour ça qu'on est toujours dans une fin de mois. On n'a presque jamais pris le temps de s'arrêter pour faire un état des lieux de notre écosystème, de nos processus, de nos employés, la formation. Puis des fois, j'ai une employée, par exemple, qui a un poste X, qui s'en va, puis là, il y a une nouvelle. Puis là, au fur et à mesure, j'ai de moins en moins d'informations, de connaissances. Les processus sont de moins en moins respectés. Fait que je pense que c'est la belle opportunité que les concessionnaires, après coup, disent c'est ça le plus beau cadeau, c'est que ça m'a permis de prendre le temps de m'arrêter, de faire des constats. Puis là, je suis en position de prendre des bonnes décisions et des bonnes actions. Et tu sais, les procédures ou les processus, peu importe, là, que tu mets en place, ça n'a pas besoin d'avoir 400 pages là, pour être clair et bien défini. Totalement. Et souvent, on est dans des situations où on constate certains points qui sont faciles à régler. Il y a un employé qui quitte, c'est correct, ça a toujours été fait. Le directeur des ventes fait de son côté ce qu'il a à faire, la personne de l'autre côté. Mais quand on a passé la cartographie, puis qu'on a fait le tour de l'infrastructure, puis qu'on se rend compte que il y a encore un représentant ou un conseiller qui ne travaille plus là, mais qui a encore un courriel qui est valide, qui a de l'information, ben c'est cette problématique-là qui peut arriver. Donc, en ayant ces procédures et ces processus-là bien établis, les rôles et responsabilités qui sont bel et bien établis au sein de l'infrastructure, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, on vient colmater certaines brèches qui fait en sorte que on évite d'avoir justement des impacts qui vont faire en sorte que vous allez peut-être être dans l'obligation, si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, de communiquer avec vos clients parce que vous avez eu un incident de confidentialité ou de sécurité ou communiquer aussi avec vos employés parce que vos employés font aussi partie de cette infrastructure-là et sont aussi des intervenants dans l'infrastructure. Donc, ils jouent deux rôles. Donc, c'est important de comprendre que ce qui est constaté, ce qui est fait, puis ce qui est mis en place dans une cartographie, c'est de comprendre où se retrouve la fameuse information dans ton infrastructure avant d'être capable de dire on a un inventaire de données à faire. On a à catégoriser c'est quoi les données qu'on a. Il y a plein de trucs qui doivent être mis en place, mais il y a des étapes qui doivent être faites au préalable. Oui, puis la base, c'est si je veux être en mesure d'avoir, parce que dans les obligations de la loi, d'établir mes gouvernances, mes politiques, les rôles et responsabilités, conservation, destruction. Donc, pour être en mesure de faire tout ce que j'ai à faire, il faut que dans un premier temps, je prenne conscience de où j'ai des renseignements personnels dans mon organisation. Autant au niveau des clients, des employés, dans les processus de customer journey, de vente ou de service, partout, tous les points d'entrée, tous les points de contact. Qu'est-ce que j'ai? Puis souvent, je m'amuse à dire, c'est comme un rayon X. Puis le sang, c'est des renseignements personnels qui circulent, puis ça nourrit plein d'organes. Puis les organes, c'est tous mes logiciels, mes fournisseurs, j'ai mes employés, il y a des processus. Fait que de faire un état des lieux, d'être voici où est-ce que tu as des renseignements personnels. C'est un peu ça la base de la cartographie digitale, qui est physique et digitale, parce qu'il n'y a rien de plus digital qu'un concessionnaire automobile. On était supposé d'éliminer le papier depuis bien des années, mais j'ai du numérique, mais j'ai beaucoup de physique / papier ou procédure ou manque de procédure.
Fait que quand on fait cet état-là, qui est la première étape, de faire un constat, souvent, c'est une très grande surprise de la part des concessionnaires. Ils ne s'attendaient pas qu'il y en avait autant. Non, puis... Là, on n'embarque même pas dans qu'est-ce qui est nécessaire ou pas. Non, exact. Mais tu sais, le constat de surface, souvent, ça paraît bien. Tu sais, il y a des concessionnaires qui ont décidé de commencer parce qu'ils voulaient commencer à quelque part puis démontrer qu'ils étaient de bonne foi dans cette opération-là. Puis quand on fait la cartographie puis qu'on arrive sur les lieux puis qu'on remonte de l'usager, de l'employé puis qu'on remonte vers la structure jusqu'au périphérique puis jusqu'à l'ensemble de l'infrastructure logicielle, qu'on fait cette analyse-là, puis qu'on passe les fournisseurs puis qu'on discute avec les fournisseurs, qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont entre les mains aussi, parce que le concessionnaire a quand même une part de responsabilité. Tellement. On doit s'assurer que l'information, on sait à quel endroit elle se situe. Après ça, on est en mesure de documenter ce qu'il y en a. Et après ça, d'établir quelles sont les priorités chez le concessionnaire. Mais les priorités, concessionnaire, il y en a beaucoup de priorités dans cette infrastructure-là. Maintenant, quand on parle de créer un comité, le comité, il n'a pas besoin d'avoir 20 personnes. C'est d'établir le comité que le concessionnaire, de son côté, pense qu'il va être le meilleur comité pour être capable de chapeauter ce projet-là qui est le projet d'évolution numérique, mais aussi le projet de bonne gouvernance et le projet d'accompagnement et surtout l'amalgame de tous les intervenants au travers ça, parce que tu vas avoir besoin d'un juriste, tu vas avoir besoin de tes gens TI à l'interne. Et je fais une parenthèse, il y a encore des concessionnaires automobiles, je reviens aux beaux-frères qu'on parlait tantôt, qui en ont un beau-frère encore. Puis c'est correct qu'il y ait un beau-frère pour épauler, mais le beau-frère, il est limité dans son opération, il est limité aussi dans ce qu'il est capable de faire. Maintenant, c'est là aussi qu'il faut se faire accompagner de façon adéquate, puis faire en sorte que l'infrastructure soit solide. Puis il y a eu des constats où j'ai vu des concessionnaires que oui, il y avait de leur côté encore des Office 2010 d'installer dans le concessionnaire qui est plus supporté par Microsoft. Et tu ne peux pas les faire passer à la version d'Office 365 pour les faire évoluer parce qu'ils doivent acheter des licences pour passer à l'autre niveau. Et quand je parlais de déficit technologique, c'est aussi ça. Mais quand on fait le constat, souvent, en surface, ça va bien, c'est pas brisé. Les courriels circulent. Mais ça ne se passe pas de la façon que ça devrait être. En réalité, après ça, d'instaurer de la double authentification, de s'assurer que les courriels sont cryptés de façon adéquate. Quand on envoie de l'information, il y a aussi ça là, dans cette évolution au niveau des TI qui doivent être faite. Tu sais, la cybersécurité, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. On a chacun notre opinion. Par contre, quand on parle de gestion des TI, là, la cybersécurité fait partie d'un volet comme la programmation, comme d'un autre volet. Et la gestion des TI doit être faite par un gestionnaire TI. Et là, quand je parlais du beau-frère, il n'y a peut-être pas les compétences ou les connaissances d'être capable d'épauler ça. Mais heureusement, il y a des équipes qui sont là et qui sont capables d'épauler ces concessionnaires-là pour les amener à être meilleurs dans ce qu'ils sont, mais établir des conventions. Quand je parlais de conventions, il y a des conventions avec Microsoft de partage d'informations au sein de l'infrastructure qui est établie par Microsoft et qui doivent être en place. Mais si tu n'as pas de serveur dans ta concession, puis que c'est des postes individuels qui se parlent entre eux autres de façon à ce que ce soit des comptes locaux, c'est sûr que c'est plus difficile d'établir les règles de convention de Microsoft parce que Microsoft l'a établi en fonction, il y a un serveur. Un serveur, là, à 3 000 $, tu peux avoir un bon serveur d'établi, tu établis tes licences, tu fais établir ta structure pour que ça commence à s'en aller vers ton usager, que ça soit bien établi. Maintenant, je ne veux pas vendre de serveur au concessionnaire, c'est pas ça que je veux dire. Mais au contraire, c'est de les amener à comprendre que si tu veux être capable d'amener une protection dans ton infrastructure, autant au niveau de tes procédures, que du partage d'informations, que du partage de tes données, tu dois établir des conventions qui, à la base, devraient être là et auraient dû être là. Fait que ceux qui ont des déficits technologiques aujourd'hui, c'est ceux qui, au courant des années, ont avancé et ont dit, c'est pas si grave que ça fait la job pour l'instant. Mais il y a des entreprises qui, en ce moment, et je soulève le point parce que j'en ai discuté avec toi dernièrement, j'ai parlé avec un actuaire au niveau des assurances, au niveau du cyber-risque, parce que j'ai des concessionnaires qui ont dit que ça coûte une fortune.
Mais il y a des critères d'évaluation des risques pour faire en sorte d'établir les primes qu'ils vont avoir à payer. Et quand je discutais avec monsieur l'actuaire, appelons-le ainsi, il mentionnait que chez le concessionnaire automobile ou dans une autre industrie en soi, maintenant, sont rendus à établir quel est votre niveau d'investissement que vous avez dans vos infrastructures technologiques et numériques pour être capable d'établir un certain niveau de risque. Et là, c'est sûr et certain qu'ils demandent pour certains des revenus parce qu'ils veulent savoir c'est quoi le pourcentage qui est attribuable. Parce qu'il y a eu à des places où il y a eu de la négligence. Et quand on parlait de fournisseurs aussi, on a eu cette discussion-là. Ils veulent savoir maintenant, les compagnies d'assurance, qui sont les fournisseurs de l'infrastructure qui est là en place. Quand il arrive un incident de confidentialité, de sécurité, ils veulent savoir qui est là. Et quand vous allez avoir, ou quand les concessionnaires vont avoir, si c'est le cas, puis ça va arriver à un moment donné, mais une situation où il y a un incident qui arrive chez le concessionnaire, il va falloir qu'ils documentent ou qu'ils sortent la documentation puis qu'ils mettent les choses en place pour être capable de venir démontrer qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et la cartographie sert à venir fusionner ces morceaux-là, documenter le tout, puis amener des mesures concrètes à être capable de faire pour essayer de se rapprocher de la bonne gouvernance. Puis pour pouvoir faire ça, là, on parle de technologie, tout ça, mais qui est comme 50%, tu as l'autre 50% qui est les humains, les processus et tout ça. Ça, c'est sûr. Là, la cartographie, c'est ce que je trouve que quelque chose que les concessionnaires apprécient beaucoup, le côté digital, justement, c'est qu'ils comprennent l'importance des deux. Oui, il y a du numérique, il y a de l'informatique, mais il y a les processus, puis il y a de l'humain, puis c'est, je ne veux pas dire 50-50, c'est peut-être 80-20, mais quand il y a la cartographie qui est faite, il y a tout ce qui est la technologie, où est-ce qu'on a des gros retards, mais ça, c'est une partie. Ben oui, c'est une partie. C'est la ligne 176, comme dirait l'autre. Oui, puis je ne veux pas dire que la partie humaine est encore plus grande, mais dans certaines organisations, le défi des processus et après ça, de tout ce qu'il y a à faire, fait que cette combinaison-là des deux, si j'avais juste des défis technologiques ou juste des défis de processus, de formation puis d'être humain, mais là, j'ai l'amalgame des deux. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de concessionnaires, quand ils ont commencé à constater ça, il y en a qui ont dit OK, wattage, par où je commence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi le minimum qu'il faut que je fasse? Puis on a ces conversations-là souvent. Et tu l'as bien décrit, c'est pas un sprint. C'est un marathon. En Europe, ça a fait 5 ans, le RGPD, depuis 2018. Je me plais à dire qu'après 5 ans, ils commencent à avoir fini de faire le tour en sens. Tous les fournisseurs, les changements que nos fournisseurs de sites web, de DMS, de CRM, tout le monde, les manufacturiers ont énormément de transformations aussi. Fait que l'ensemble de l'industrie, on a un 3, 4, 5 ans de transformation pour arriver à un endroit où est-ce qu'on va avoir une saine gestion des renseignements personnels, une saine gouvernance, qu'on va être en possession de nos processus, on va savoir qu'est-ce qui circule où, puis si jamais il arrive ou quand il va arriver un incident de confidentialité, je vais être en mesure, parce que c'est documenté, puis je connais mon état des lieux, je vais être en mesure, de réagir rapidement, d'intervenir, puis de limiter les risques d'amende et de pénalité, et surtout de perte de réputation. Exactement. Parce qu'à un moment donné, au final, là, quand même, que ça me coûte 100, 200, 300 000, 1 million, peu importe le chiffre, si ma réputation est atteinte, puis que ça sort sur la place publique, puis que c'était un buffet à volonté, ils s'en foutaient, yadadi, puis on est mal dépeint dans la responsabilité qu'on n'a pas prise. Surtout que le marketing, Dominique, puis tu sais, surtout que le marketing change et va changer de plus en plus. Là, sans entrer dans l'histoire des traceurs de sites web. On va faire une belle rencontre avec ça, en effet. Mais tout ça pour dire que les choses sont en train de changer. Et si la réputation envers le client, puis la fidélité que le client a envers le concessionnaire est atteinte, à un moment donné, c'est sûr et certain que ça va être beaucoup plus difficile pour un concessionnaire d'en arriver à essayer d'évoluer puis de garder dans son cycle de vie du consommateur un consommateur de 19 à aller à 77 ans. C'est l'opportunité, c'est ça. On veut conserver, puis rentabiliser, puis fidéliser, puis garder les clients, entretenir la relation, arrêter d'être dans l'acquisition, parce que comme tu dis, cette chaîne-là de marketing, elle va débarquer un peu, mais on va reprendre encore plus conscience, je pense, de l'importance de s'occuper de notre base de données. Puis pour s'occuper de ma base de données, il faut que je la
comprenne puis que je la vois. Il faut de faire Exact. l'état des lieux, c'est un peu ça qui est un autre bel avantage pour les concessionnaires. Puis, il y a un autre point qui est important, c'est le parcours du client au sein du concessionnaire. Le parcours du client, du moment où il commence à magasiner au moment où il sort, puis en cours de chemin, des fois, il n'achète même pas. Mais comment ça se passe, ce parcours-là, qu'on a décortiqué, qu'on décortique dans la cartographie pour comprendre comment ça se passe sur le terrain? Et à partir de là, on est capable d'établir les points de contact, parce que les points de contact sont importants. C'est quoi le point de contact qu'il y a avec le consommateur? Le consentement que le consommateur a donné. D'établir cette liaison-là, mais si on n'a pas le parcours du client dans le concessionnaire et qu'on n'a pas les points de contact, il est difficile d'arriver à établir ces points-là. Là. Ça, je pense que ce qui est unique, c'est qu'on a pu, je vais dire, tu as pu, là, mais aller défricher et aller chercher l'ensemble des écosystèmes, autant au niveau vente, au niveau service, parce que des Customer Journey, on en a plusieurs, et de comprendre cet ensemble-là pour pouvoir le respecter. Là, j'ai en concession le taux de tous les départements, physiques, les employés, le concret. Il y a un peu d'informatique, de sécurité, il y a un peu de tout ça. Puis après ça, il y a tout le travail qui est fait avec les 15, 20, 25 fournisseurs qui touchent de près ou de loin au renseignement personnel. Ouais. Puis l'ensemble de tout ça, c'est ça la cartographie digitale, c'est que là, j'ai un rayon X, j'ai vraiment un vrai état des lieux parce que j'ai les 25 fournisseurs, puis les 30, 40, 50 employés, avec les Customer Journey, puis les processus. Qu'est-ce qui se passe avec les renseignements de clients et d'employés dans mon organisation? Exact. C'est ça le constat qui est fait. Là. Et tu sais, dans le cycle de vie que tu expliques très bien des renseignements, tu sais, il faut comprendre une chose, c'est que dans un concessionnaire, il y a beaucoup de choses aussi qu'on constate qui est fait, puis c'est pas nécessairement une mauvaise. Oui, il y a des pratiques qui laissent à désirer, mais ceci dit, à un moment donné, quand une mauvaise intention, peut-être. Une mauvaise intention, plutôt. Merci de m'avoir mis les mots à la bouche, mais il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Mais tu sais, lors de l'embauche, on va jusque-là maintenant. On est rendu où on pose un ensemble de questions pour comprendre le parcours de l'employé dans l'embauche. Et à un moment donné, quand on pose la question à savoir, demandez-vous la cote de crédit, mais c'est la même chose que beaucoup de produits qui sont vendus sur le marché et qu'on dit ne pas repasser son linge avec le fer à repasser sur son corps. C'est parce que sans doute quelqu'un l'a fait à quelque part. Puis quand on pose la question et qu'on leur demande pourquoi vous demandez la cote de crédit d'un employé qui travaille comme mécanicien, exemple. Et là, on voit la lumière, la fameuse lumière au bout du tunnel qui constate qu'ils n'ont pas de nécessité de le demander. Puis, tu sais, il y a beaucoup de points qui touchent la nécessité dans le concessionnaire. Ouais. Des fois, les gens n'ont pas voulu mal faire. Ils l'ont fait. Ils se ramassent avec ces informations-là. Et là, après ça, par la suite, comment on vient traiter ça? Là? Tu le dis bien parce que c'est le constat. Puis, tu sais, pour avoir été en dealer pendant plusieurs années, j'ai été coupable d'eux aussi. Il y a un paquet de processus, de procédures, il y a un paquet de façons de faire. On ne se pose plus les questions depuis tellement longtemps pourquoi on le fait, c'est un automatisme. Puis que ce soit avec les FNI, conseillers techniques, peu importe le département, des fois on s'arrête avec ces personnes-là et dit « Pourquoi tu fais telle affaire? » Parce qu'il faut. Non, attends, il faut-tu vraiment? Ouais, ben non. OK, mais pourquoi je le fais? J'en ai aucune idée. Je collecte tel renseignement ou je fais telle affaire ou par habitude. Fait qu'il y a là dans l'intention qui n'est pas mauvaise, mais il y a un paquet de lacunes dans nos pratiques qui fait qu'on s'expose à. Donc, de prendre conscience de tout ça avec la cartographie, ça change. C'est exactement là. Puis, tu sais, les mesures correctives qui ont été mises en place selon le constat qu'on fait, ils ont été revus et revisités par des juristes pour être en mesure d'être adaptés aux concessionnaires en fonction de leur méthode de travail. Puis, l'exercice qu'il y a à faire, souvent, il y en a qui pensent que il y a 125 mesures correctives au travers de la plateforme de cartographie parce que par la suite, là, on pourrait rentrer dans des détails, mais le concessionnaire a accès à cette plateforme-là pour être capable de gérer. Mais je dis le concessionnaire, je parle du responsable TRP qui a accès à ces mesures correctives-là et il est en mesure d'être capable de suivre son évolution au travers le concessionnaire par rapport aux choses qui sont à faire. Puis il y a des choses qui sont faciles à libérer au travers les mesures qui sont à appliquer. Moi, de ce côté-là.
c'est ce que j'aime, une des choses que j'aime le plus dans tout le travail. Parce que c'est beau. Je vais faire comme un rapport d'inspecteur en bâtiment, puis je vais donner les affaires, versus dire je débarque avec ma gang, puis voici, ça coûte X, puis on t'arrange tout. C'est dire non, attends une minute là. Les dealers, là, il y a un paquet, un gros pourcentage des actions correctives, des modifications, des changements qui vont pouvoir faire eux-mêmes à l'interne parce que justement, c'est des procédures, etc. De donner, hey, voici l'état, voici le problème. Et comme je me plais à le dire, au début, je te dis, ça me prend du manger mou comme dealer, il faut que ça soit facile, sinon je vais le tabletter. Fait que c'est comme voici le problème et voici l'action corrective, comme tu dis, qui a été validée. Il y en a à l'interne, puis il y a des choses pour les fournisseurs. Tu vas devoir attendre peut-être X, Y, Z de tes fournisseurs, tu vas avoir besoin de TI, tu vas avoir besoin d'avocat, tu vas avoir besoin de marketing, peu importe. Mais c'est fait pour redonner le pouvoir aux dealers. Puis, je vais dire d'arrêter de déresponsabiliser. À quelque part, inconsciemment, je pense qu'il y a de ça parce que dans il y a eu ça dans l'historique, là, on déresponsabilise. On est de même, on délègue. Je ne parle pas du concessionnaire nécessairement. Là. Il y a aussi des fournisseurs qui ont mis des choses dans le cours des autres. Là. Ah, absolument. C'est dans notre culture. Puis là, je pense que c'est... Non, écoute, là, monsieur le concessionnaire, là, tu ne peux pas déléguer ça parce que c'est trop. Il faut que tu prennes une fois, tu fasses l'exercice de prendre conscience de ton état des lieux. Ça va être juste positif. Tu vas faire du beau ménage, ça va mieux aller. Un coup que tu as ça, tu vas être capable de le maintenir. Mais tu ne peux pas déléguer ça parce que c'est tes affaires, c'est chez toi à l'interne, puis il y a trop d'implications aussi légales, mais de réputation. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs en entendent parler et vont en entendre parler de plus en plus. Depuis 2022, on a l'obligation de déclarer les incidents de confidentialité quand il y a un risque de préjudice. Donc là, il y en a de plus en plus d'incidents de confidentialité qui vont sortir dans les nouvelles. Les consommateurs, on va être plus conscients de ça, puis on va poser des questions, que ce soit aux concessionnaires, aux dentistes, aux vétérinaires, peu importe. Mais pourquoi? Oui, si tu me demandes un renseignement, pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Puis on reprend conscience. Ça doit être clair. C'est une opportunité. Ah, absolument. Fait que, tu sais, je pense que oui, il y a une belle évolution qui s'est faite au courant des 2 dernières années. Là, on a commencé avec les concessionnaires, la cartographie. Il y a une belle évolution qui est en train de se faire au travers de ça. Puis, le constat positif de ça, certains concessionnaires sont rendus ailleurs. Et ils sont rendus ailleurs, c'est qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils ont initialement et ils sont accompagnés de façon adéquate aussi. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour juger les fournisseurs. Et je ne veux pas non plus lancer des fournisseurs sur la place publique et les lapider. Ce n'est pas l'objectif. Non. Mais ils ont des obligations aussi de leur côté. Ils ont de l'information qui est nécessaire de fournir. Puis des 450 pages en anglais dans un site web qui est situé à peu importe l'endroit, puis c'est là que c'est écrit de façon très, très minime, puis qui manque énormément d'informations, ça n'aide pas nos concessionnaires. Puis l'objectif, c'est d'arriver à les aider parce que c'est eux qui vous font manger. Il ne faut jamais oublier ça à la base. Puis la collaboration est importante, puis dans le travail, puis de la façon que tu vas faire la cartographie avec tous ces fournisseurs-là. Tu sais, la façon que je le résume aux dealers, c'est de dire, écoute, les 5 étapes du cycle de vie des renseignements personnels, qui sont tes obligations, la collecte, la conservation, l'utilisation, communication, destruction, comme qu'est-ce que tu vas faire avec les renseignements personnels? C'est ça les obligations que tu as envers tes clients et tes employés. Maintenant, ton fournisseur a la même obligation envers toi parce que quand tu lui donnes tes renseignements personnels de tes clients, de tes employés, qu'est-ce qu'il fait avec? Et fait que cette partie-là, on va chercher aussi dans la cartographie, mais ça responsabilise tout le monde. Ça permet à tout le monde de prendre les responsabilités. La mienne commence là, la tienne commence là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis que ça soit bien documenté, en français, bien fait. Fait qu'il y a tout ça aussi dans l'évolution. Quand tu dis que ça évolue, Carl, là, parce que là, rendu à combien de fournisseurs à date dans la cartographie? Écoute, je l'ai collaboration, qui ont collaboré à venir dire voici ce qu'on a entre les mains qui nous est donné, voici ce qu'on fait avec les informations. Puis tu sais, c'est en toute transparence, ça, c'est pas des secrets, c'est pas des secrets de code source qu'on demande. C'est une obligation, je veux dire, quand tu as les renseignements personnels du dealer A, exact. C'est ça. Mais tu sais, de comprendre après ça ce qu'ils font avec. Parce que, tu sais, quand on parlait que dans l'écosystème des concessionnaires, il y a beaucoup de choses qui ne se parlent pas. Tu as une compagnie X de marketing qui ramasse de l'information dans le DMS. Après ça, par la suite, elle la transmet au CRM.
Les consentements peuvent changer en cours de route. Il y a toujours un point spécifique qui fait en sorte que ça devienne une pierre dans le soulier, le fait d'avoir des fournisseurs qui ne communiquent pas ensemble et le fait de pouvoir communiquer et de mieux comprendre. C'est sûr et certain que la première fois que j'ai appelé le fournisseur TI d'une organisation, d'un concessionnaire, au début, là, je vais te dire, là, il n'était pas heureux de discuter avec moi. Il pensait que, mais à la fin, tu l'as vécu, Dominique, tu as eu le privilège de jaser avec eux. C'est qu'ils sont conscients, ils prennent conscience, eux aussi, des obligations et des responsabilités qu'ils ont. Parce que là, on parle des obligations pour les concessionnaires. Mais tous les business, tu sais, il y a quoi, combien de PME au Québec, mais tous nos fournisseurs, tous nos manufacturiers, tout le monde est à la même place, au point zéro, avec cette loi-là, et en train de l'apprivoiser et de se l'approprier. Je pense que c'est le bel avantage puis que ça fait dans la communauté de l'industrie automobile, c'est que là, tous les partenaires collaborent, que ce soit avec les corporations, avec les concessionnaires, parce que, OK, ouais, on comprend cette responsabilité-là. Donc, il y a un engagement, une prise de responsabilité commune pour notre industrie. Puis moi, ça, c'est la plus belle affaire, le plus beau output pour la réputation de notre industrie. C'était une belle opportunité qu'on a, les fournisseurs, les manufacturiers aussi, les concessionnaires, dans le repositionnement de « Hey, les clients, là, comment on fait affaire ensemble? Comment que vous nous faites confiance? Comment on fait attention puis qu'on traite les renseignements personnels que vous nous donnez? » C'est une très, très belle opportunité pour ça. J'ai eu le privilège de discuter avec un manufacturier concernant le constat que j'avais fait sur les lieux, puis c'était pas négatif. Il y a des concessionnaires qui ont fait du meilleur qu'ils pouvaient pour commencer le processus au niveau de la protection des renseignements au sein de leur infrastructure. Puis, j'avais des discussions avec, mais je suis persuadé que demain matin, on fait le même exercice du côté d'un manufacturier, on risque d'avoir aussi des surprises. Il n'y a personne qui est parfait en ce moment. Probablement des surprises plus grandes. Ben, c'est un processus qui est en éternelle évolution. On va se dire les vraies choses. Mais ceci étant dit, je pense que le concessionnaire est bien positionné en ce moment. On a décidé de se concentrer sur eux parce qu'on connaissait l'infrastructure et en plus de ça, de connaître à l'interne de comment c'est traité parce que c'est différent chaque concessionnaire. J'ai eu des concessionnaires qui m'ont dit « Je peux-tu prendre ma cartographie et je peux-tu la dupliquer? » Malheureusement, je suis désolé de t'annoncer que non. Puis ça, Carl, je me permets, avant que tu arrives vas-y, Dom. Avant que tu dises le pourquoi et tout ça. Là, j'ai ouvert une canne. On va rapper là-dessus, puis on va se reparler dans un autre épisode pour bien d'autres détails comme le marketing et tout ça. Mais c'est une question, ça, qui revient souvent. Je peux-tu faire un copier-coller? J'ai 4 dealers, mettons, de même marque, avec les mêmes fournisseurs. C'est pareil, je peux-tu faire un copier-coller? Carl, comment tu lui réponds que non, on ne peut pas, puis pourquoi? Moi, j'ai une réponse un peu vulgarisée, mais je te laisse avec ta réponse un peu plus... tu sais, des fois, je suis radical dans ce que je dis. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Et ceci étant dit, on a souvent des concessionnaires aussi que l'infrastructure est très, très différente. Tu vas avoir un directeur des opérations fixes, tu vas avoir un directeur général adjoint, tu vas avoir un directeur général des ventes. Il y a des employés qui sont en processus de prendre un poste parce qu'un quitte à la retraite. Les interactions, les points de contact avec les clients, le nombre d'employés versus les postes, c'est tellement différent. Et les procédures, processus, protocoles diffèrent l'un de l'autre. Oui, il y a des bases qui sont là, qui peuvent être établies, mais si vous êtes capable de me dire les investissements ont tous été faits par les mêmes personnes au niveau du déficit numérique à l'interne, si vous êtes capable de me dire que vous avez utilisé les mêmes entreprises, si vous êtes capable de me dire que c'était fait quasi dans le même moment, mais tu sais, il y a tout ça, il y a un paquet d'éléments. Même si tout ça était fait parfaitement, il y avait encore de l'hommerie. Et tout ça à cause de, justement, notre personnel. Puis là, moi, je vais dire que c'est 50%, mais selon moi, c'est beaucoup plus que ça. Parce que oui, ça se peut que mon CRM ou mon DMS ait des changements à faire. Mais de 4 dealers, là, c'est certain que dans les opérations, dans le quotidien, dans les process, dans le parcours client, dans le parcours des renseignements personnels, là, ça va être complètement différent dans chacune des opérations. Et tu sais, il y en a... Le meilleur exemple, j'avais un groupe de 2 dernièrement. Ils utilisent tous 2 un DMS qui est
PBS, je vais le dire, je me le cacherai pas. PBS offre au niveau du département de service la possibilité de storer l'ensemble des bons de travail et tout ça. De l'autre côté, dans l'autre concession à côté, eux, ils font encore la vieille façon de faire. Ils utilisent, je dis la vieille façon de faire, du moins, ils utilisent la façon où ils impriment encore les bons de travail et ils passent des papiers d'un côté à l'autre. La structure de travail est très, très différente dans les processus et les procédures. La signature du client est sur papier, c'est storé. De l'autre côté, c'est fait directement sur une tablette. Du côté des carrosseries qu'on a fait aussi, c'est la même chose. Il y a des places où c'est imprimé, il y a des places où il y a des outils qui existent, que c'est fait de façon numérique. C'est différent, même si c'est un groupe, ils ne sont pas rendus à la même place spécifiquement. Fait que, de dire que tu peux prendre un copier-coller, malheureusement, ce n'est pas le cas. Non. Puis souvent, je vais dire, écoute, si tu as des quadruplés, tu as 4 enfants, sont identiques, c'est des jumeaux identiques, est-ce que tu prendrais le risque de faire un test médical complet sur juste un des 4 enfants en disant que ça va être pareil? Non. Il n'y a rien qui est absolument identique. Puis là, si tu as 30, 40 employés, là, tu vas avoir des centaines d'opportunités que c'est différent. Mais en résumé, la cartographie digitale qui est offerte, elle vient faire le tour de toute cette réalité-là en concession, fait le tour de toute la réalité des fournisseurs. Il y a un rapport complet qui est actionable. Et ça va permettre aux concessionnaires de pouvoir commencer à faire tout ce qu'il doit faire dans la loi, qui est le 3.2 de la loi. Où est-ce qu'il faut que j'écrive mes politiques, mes pratiques, les conservations, rôles et responsabilités. Il y a un paquet de choses, de documentation qu'on a à faire. La première étape, c'est cette cartographie-là qui va venir nous aider à faire l'état des lieux et à commencer tous ces éléments-là qu'on a à accomplir dans notre marathon de 5 ans. Pas 2 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des points qui sont spécifiques qu'on sait que 90% des concessionnaires n'ont pas. Tu sais, on parle d'une politique en cas de violation de données. C'est quoi ta politique, ta procédure à l'interne? Qu'est-ce que tu fais? C'est une violation qui est faite au niveau des renseignements ou des données, que ce soit un incident de confidentialité ou un incident de confidentialité. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous quelque chose de documenté, de mise en place d'étapes? La majorité sont en processus de direction vers la bonne gouvernance, sont en train de le faire. Ouais. Mais je te dirais que c'est ça. On est à l'étape de prendre conscience en ce moment. Exactement. Pour beaucoup de concessionnaires. Carl, j'aimerais ça te garder beaucoup plus longtemps, mais on va se refaire d'autres épisodes comme ça, d'autres heures où est-ce qu'on va échanger. Je veux te remercier pour, d'avoir expliqué un peu plus en détail le côté technique, un peu plus obscur et incompris des fois de l'écosystème et des responsabilités. Mais merci aussi pour la façon que les choses sont faites, l'intention de protéger l'industrie. Je sais que l'intention est bonne, on fait des belles affaires. Merci aussi à tous ceux qui collaborent avec nous, que ce soit les corporations, les fournisseurs, des partenaires qui sont dans les concessionnaires. Tous les concessionnaires aussi, les référencements, le bouche-à-oreille quand ils constatent. C'est une très, très belle chose qui est en train de se produire, je pense, dans l'industrie. Il y a des belles démarches. Il y a beaucoup de choses aussi avec les corporations qui sont en parallèle. Moi, je suis très excité par les prochaines années pour notre industrie automobile. Merci encore une fois. Puis, si jamais il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec nous. Carl Boyer, Infra-Info ou moi-même. Le remerciement est réciproque, Dominique. J'apprécie. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une très belle fin de journée. J'espère pas une fin de mois. Et je vous dis, considérez-vous comme salués. Jusqu'à la prochaine fois. Bonne journée. Bonne journée, Carl. Faut savoir agir entre deux fins de mois.